Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue au cœur du débat, au cœur de la planète nickel ce midi. Le marché du métal vert qui n'en finit pas de tanguer, cours en berne et pertes abyssales. Le duo infernal de 2015 continue de sévir en 2016. Avec quelles conséquences pour les opérateurs calédoniens? Quelle réalité derrière les rumeurs de fermeture, de départ d'actionnaires et autres risques de licenciement? Comment les acteurs du secteur ont-ils reçu le plan d'urgence du gouvernement? La force publique peut-elle, doit-elle faire plus aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Xavier Gravela, le président du syndicat des exportateurs, Alcide Ponga, directeur des affaires externes de KNS, Jérôme Fabre, directeur général de la SLN, Didier Ventura, le président de la NMC, et Georges Mandaoué, directeur du développement durable de Vallée NC. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui scrutez les courbes du LME comme certains scrutent la météo, le ciel le matin avant de se lever, 8 780 $, c'était en tout cas le cours hier la tonne. Peut-on parler d'une accalmie dans la tempête, nickel? Jérôme Fabre. Bonjour, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes actuellement dans une crise extrêmement grave du nickel, avec des cours à des niveaux historiquement bas. Il faut revenir au début des années 2000 pour des cours aussi bas. Et cette crise provient d'un phénomène important, le ralentissement de la croissance chinoise. Donc c'est une situation qui impacte l'ensemble des acteurs de l'industrie. 80% des gens perdent de l'argent aujourd'hui. C'est une situation extrêmement grave et il faut y faire face de manière responsable et collective. Je le disais avec un petit peu de, pas d'ironie, mais est-ce que finalement on en est là aujourd'hui? On sait que la crise s'installe, qu'elle est sévère. Est-ce que, Alcide Ponga, du côté de KNS, c'est pareil? On en est finalement à 100, 200 $ près. On regarde cette courbe avec inquiétude tous les jours finalement. Oui, c'est sûr qu'en tant qu'opérateur dans le marché du nickel, on scrute, comme vous disiez, ceux qui scrutent la météo. Nous, on scrute ce cours du nickel qui touche vraiment des fonds qui nous font peur aujourd'hui. C'est vrai que Koniombo Nickel, on est un peu dans un montée en puissance. On n'est pas vraiment impacté aujourd'hui du fait qu'on est en montée en puissance. Mais ça nous inquiète. Ça nous inquiète quand même parce que ça peut orienter les décisions de nos actionnaires vis-à-vis de ce que l'on a à faire actuellement. Alors justement, votre présent qui augure de votre futur à tous, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On entend toutes ces actualités qui concernent les uns les autres. Comment allez-vous aujourd'hui? On va peut-être commencer par la NMC, les mineurs qu'on entend moins, qui sont moins sous les feux des projecteurs. On sait qu'il faut vous aider à fournir aujourd'hui l'usine de Corée. Est-ce que la situation est si grave? Est-ce qu'on parle par exemple déjà de licenciement? Oui, bonjour. Didier Ventura, pardon. La situation est grave, comme on l'a dit. Elle est grave pour tous. Nous perdons à la NMC de l'argent, comme à peu près tous mes collègues ici autour de la table et 2/3 des producteurs dans le monde. Et je dirais que pour nous en sortir, nous avons besoin de 2 éléments essentiels. D'abord, le soutien des actes financiers des actionnaires, et nous l'avons. Et puis, deuxièmement, une forte réduction des coûts. Et nous y travaillons. Nous y travaillons en augmentant notre productivité et donc notre production pour bénéficier des économies d'échelle. Donc, au lieu de diminuer la production, nous l'augmentons. Plus 43% d'augmentation en 2015, 30% de plus en 2016. Et donc, la meilleure réponse à la crise, ce n'est pas la plus intuitive. Ça peut être d'augmenter une production et de ne pas la diminuer. Est-ce que, pour répondre à ma première question, qui était celle de l'emploi, que l'on dit menacé notamment chez vous, est-ce que cette montée, cette hausse de la production s'accompagne d'un emploi stable? Au contraire, il y a quand même aujourd'hui un effort sur les effectifs. Voilà. Alors, je dirais que dans ce même esprit, d'augmenter la production de manière un peu contre-intuitive, et en même temps où effectivement nous réduisons nos frais fixes sur Nouméa notamment, avec notamment des transferts de personnel, il n'y a pas de licenciement. Par contre, nous augmentons nos effectifs de production sous les mines. Nous avons prévu d'embaucher 70 personnes sur nos mines en 2016 et notamment des conducteurs d'engins.
L'ASLN, sur tous les regards, Jérôme Fabre, on le sait, donc le conseil d'administration d'Eramet a fait un chèque, entre guillemets, de 18 milliards de francs il y a quelques semaines pour que l'ASLN puisse tenir jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe après ? Comme le disait Didier, nous, on a deux urgences, j'ai envie de dire. Convaincre nos actionnaires de nous soutenir. Donc aujourd'hui, c'est le cas. On a effectivement cette ligne de crédit de 18 milliards et on aura un point d'étape au courant du deuxième trimestre. Et puis, on a besoin de réduire nos coûts pour réduire notre consommation de trésorerie. Alors, point d'étape, c'est important parce que, notamment aujourd'hui, dans le discours politique, on a entendu le sénateur Pierre Frogier dire la SLN, c'est une question aujourd'hui de vie ou de mort. Est-ce que la mort est programmée au mois de juin ou est-ce que pour vous, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça ? Nous, on n'est pas dans cette éventualité. Bien évidemment, on travaille à réduire nos coûts. On a lancé tout un tas de mesures d'adaptation en novembre et décembre dernier, dont l'histoire de la fermeture des Bessemer et de concentrer la production sur le ferro-nickel. On aura un point, ce qui est tout à fait normal, avec nos actionnaires en avril, et on espère leur montrer une dynamique positive pour qu'ils continuent à nous soutenir. Donc on n'est pas dans cette logique de mort, en aucun cas. Je pense que la vision collective qu'on partage ici autour de la table, c'est de se serrer les coudes et de faire en sorte de tenir pour que ce soit plutôt dans d'autres pays que se situent les faillites. Ce qu'il faut en tout cas savoir, c'est qu'avec ces niveaux de prix actuellement, 80% des gens perdent de l'argent dans le monde, donc il va y avoir des morts, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, et ce qu'il faut, c'est tenir, réduire les coûts. Donc là, moi, je voudrais rendre hommage à toutes les équipes de la SLN et de nos sous-traitants qui travaillent là-dessus, et puis faire en sorte d'en sortir le plus renforcé. Eramet vous a demandé de nouveaux efforts de productivité, notamment là, en accéléré sur les prochains mois. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et ça ne passe pas, là encore, par des baisses d'emploi. Donc on a un plan qui a été engagé en novembre-décembre, avec un certain nombre de procédures en cours d'ailleurs dans le cadre de notre dialogue social. Et puis on a pour le deuxième trimestre un plan complémentaire qui devrait nous permettre de faire des économies complémentaires compte tenu du fait que la crise s'est renforcée en fait. La situation ne s'est pas améliorée mais elle s'est même dégradée. Donc on doit faire encore plus d'efforts. Donc c'est sur quoi on travaille. La primeur sera réservée bien évidemment à nos partenaires sociaux et à notre conseil d'administration. Mais on va devoir faire plus d'efforts pour passer la crise et puis rebondir quand la situation s'améliorera. Alcide Ponga, pour KNS, vous êtes aujourd'hui le porte-parole du nouveau PDG. On change les directions avec toujours le même objectif, réduire vos coûts. Vous êtes aujourd'hui à $30 000 la tonne. Alors on le sait, en montée en production, ça peut s'expliquer. Là encore, Ivan Glasenberg, le PDG de Glencore, vous a fixé finalement jusqu'au mois de juin avant de prendre des décisions. Finalement, comment aujourd'hui vous espérez satisfaire cet actionnaire ? Oui, écoutez, je pense que ce qui a été dit par M. Glasenberg n'est pas différent de ce que l'on a toujours dit ici même en Calédonie. Donc, c'est vrai qu'on parle de cours de nickel, mais nous avons nos propres défis techniques à surmonter. Donc, le cours du nickel vient aggraver un peu notre situation aujourd'hui parce que nos deux actionnaires, donc là, c'est M. Glasenberg qui a parlé, mais nous avons deux actionnaires qui sont là à nous scruter et à Vous avez la regarder. Même pression de la part de la SMSP que de Glencore ? Écoutez, à mon avis, on a deux actionnaires. Donc, on les considère comme ils sont. Il y a la SMSP qui est à 51% et Glencore qui est à 49%. Il est vrai, tout le monde le sait sur le territoire, que c'est Glencore qui est le financier aujourd'hui, le bras financier pour que le projet avance. Mais nos deux actionnaires sont considérés à leur valeur au sein des équipes. Et donc, ce que dit M. Glasenberg, je le répète, c'est pas différent de ce qu'on dit depuis le début. Le cours du nickel vient nous mettre un poids de plus sur les épaules. Oui, votre poids principal, c'est le succès ou pas de votre four numéro 1 qui a été rénové. Tout à fait. Donnez-nous des nouvelles de ce four. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne ? Tout à fait. Donc, comme vous le disiez, notre poids principal, ce sont nos défis techniques. Il faut que l'on puisse, d'ici les quelques mois à venir, atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, tant au niveau de la puissance, tant au niveau du rendement de nos installations,
installations pour que l'on puisse donner des signaux positifs à nos deux actionnaires qui puissent, quand ils se réunissent, se regarder avec sourire et se dire on leur fait confiance et on continue. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous avons, depuis ces quelques dernières semaines, des signaux qui sont positifs pour nous. C'est vrai, on ne communique pas beaucoup dessus, mais il y a une campagne de communication qui est faite actuellement sur le terrain pour prévenir les gens de la situation et de la réalité, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément au fait de cette réalité-là, mais également on essaye, parce qu'on est encore là. C'est-à-dire que vous préparez le terrain au pire, ou quel est vraiment quand vous dites on fait des campagnes de communication sur le terrain, qu'est-ce que vous leur dites aux populations? Globalement, on a une valeur qui est à KNS que l'on appelle la transparence. C'est-à-dire qu'on a toujours dit ce qu'on allait faire et on a toujours fait ce qu'on a dit. Donc on dit aujourd'hui aux gens sur le terrain qu'est-ce qui se passe réellement, quelles sont les étapes que l'on doit franchir, etc., etc. Et on leur parle également de ce cours du nickel qui ne nous aide pas dans la situation actuelle. Donc à nous et nos équipes d'ici le mois de juin, comme je le disais, à faire preuve de performance, de productivité et trouver des chemins d'économie, de coûts aussi. On a fait, nous, pour notre part, l'année dernière, 10 milliards d'économies qui a été apprécié par nos actionnaires, mais l'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on devra encore refaire d'autres économies. Ce qu'il faut signaler, c'est que Marc Boissonneau, qui est notre président à KNS, est également le président de Glencore Nickel. Et tous les autres secteurs du nickel de Glencore n'ont pas fait d'investissement cette année. C'est nous qui avons bénéficié de ces fonds. Et donc, il nous faut montrer des signes d'économie à notre tour pour rassurer les actionnaires. Georges Mondaoué, vous représentez KNS Vallée, sur ce plateau. J'allais dire justement, vous pourriez peut-être dire au mot près la même chose aujourd'hui, économie, rassurer l'actionnaire et croiser les doigts? Je serais tenté de dire la même chose, oui, bien sûr, puisqu'on est tous à la même enseigne aujourd'hui. Est-ce que vous avez, on a beaucoup entendu pour la SLN et pour KNS, une notion d'ultimatum, ce fameux mois de juin, les mois qui comptent. Est-ce que pour Vallée, les salariés, l'encadrement est dans ce même état d'esprit aujourd'hui? Non, pas du tout. Pour nous, on continue à cheminer en disant qu'on va affronter pas à pas les difficultés qui vont se présenter à nous. On a identifié les difficultés. Il y a des inconnus, bien sûr, mais on prend les choses au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est la réduction de coûts. On y travaille. Monsieur Koch-Nevish, 10 milliards encore à trouver en 2016. Tout à fait. Donc on y travaille. Tout le monde est mobilisé sur ce plan de réduction des coûts. Et ensuite, lorsque l'on aura fait tous ces efforts et au vu de ce que le marché sera et à quel niveau à telle date, on ajustera ou on prendra d'autres décisions. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut que paramétrer les choses en fonction de la situation et des éléments qui sont celles dont on détient aujourd'hui. Est-ce que vous paramétrez aussi aujourd'hui, dans les scénarios possibles, celui tout simplement de la fermeture ? Nous, on travaille, on reste, on reste quand même positif, à savoir qu'on n'est pas là pour baisser les bras, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on ne travaille pas et on n'envisage pas la fermeture. Et on fait tout pour que ça ne ferme pas. Mais c'est une possibilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si à un moment donné, dans la vie de notre projet, les choses se compliqueraient du fait du marché, je pense que ceux qui sont au-dessus de nous et qui prennent les décisions devront prendre les décisions qui vont de soi. Je veux dire, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a rien qui n'est pas possible. La vente ou la cession de cet actif-là est aussi envisagée dans le cadre d'une situation qui se dégraderait
plus. Voilà ce qu'on peut dire. Xavier Gravela, vous êtes, je le rappelle, le président du syndicat des exportateurs, donc vous représentez les mineurs. Alors on le sait, la crise des mineurs et des rouleurs a finalement montré à la Calédonie la gravité de la crise, même si les cours n'avaient pas encore autant chuté. Aujourd'hui, quelle est la situation des mineurs en Calédonie ? On sait qu'il y a parmi vous des sociétés qui sont très clairement en très très grosses difficultés. Alors, c'est vrai que les situations des différentes entreprises peuvent être contrastées. Je voudrais dire d'abord qu'on a tous les mêmes problématiques. Hein. J'ai entendu parler de réduction de coûts et d'amélioration de la productivité. De toute façon, on en est tous là. On a entendu qu'effectivement, entre 70 et 80% des entreprises dans le monde perdaient de l'argent, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est 100%. Donc, pourquoi ? Parce qu'on est cher, parce qu'on est loin, parce que les contraintes sont importantes, même si elles sont justifiées. Et de toute façon, on est tous aujourd'hui en difficulté. Effectivement, certains ont des structures financières solides, d'autres sont un petit peu plus fragiles, mais je dirais que l'objectif de tout le monde, c'est de passer la crise. J'ai eu encore ce matin l'occasion de rencontrer le comité d'entreprise. Le mot d'ordre, c'est clair, c'est travaillons. Et on y arrivera. Hein, maintenant, le problème, c'est la durée. C'est ça, on vous a déjà entendu dire ça, mais travaillons, il faut à un moment donné pouvoir payer les salaires. Donc la question, j'allais dire que je vous pose globalement à tous, c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut encore payer les salaires et combien de temps ? Alors ça dépend vraiment des entreprises. Mais le métier de mineur, d'abord aujourd'hui, s'il n'y a plus que 4 mineurs, alors qu'il y en avait une trentaine il y a 25 ans, c'est qu'il y en a certainement certains qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et le mineur, il doit mettre de l'argent de côté quand il en gagne, pour pouvoir tenir quand il en perd. Et c'est accepter de perdre de l'argent pour en gagner demain. J'entends parler des Philippines comme modèle. Effectivement, les Philippines ont un autre système, c'est-à-dire qu'eux ne produisent jamais à perte. Ça veut dire que dès qu'ils commencent à perdre de l'argent, ils mettent tout le monde dehors. Ce n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas cette manière de faire, et ça veut dire qu'effectivement, quand vous voulez durer, eh bien, il faut gérer de manière assez paysanne l'entreprise, en mettant l'argent de côté quand on le gagne, pour pouvoir en disposer quand on en perd. Est-ce qu'il faut comprendre que les mineurs qui sont aujourd'hui en difficulté n'ont pas eu non, pas forcément. la fourmi plus que la non, cigale ? Pas forcément. Ils n'ont pas forcément la même histoire. Il y en a qui sont là depuis peu de temps, il y en a qui sont là depuis longtemps. Faut pas, je ne dis pas ça du tout comme ça. Ce n'est pas du tout en termes de gestion. Ceux qui sont là aujourd'hui sont des gestionnaires prudents, tous. Est-ce que d'une façon générale, votre sort à tous est lié quand la planète nickel, on parlait de ces grandes multinationales qui vous dirigent tous, est-ce que les décisions des uns peuvent finalement influencer celles des autres ? Est-ce que si Glencore décide au mois de juin finalement de s'en aller, Vale peut se dire oui, c'est peut-être lui qui a raison, etc. Est-ce que vous parlez de solidarité entre vous ? Est-ce qu'elle se joue à ce niveau-là aussi ? Alors, vous regardez tous, vous sauriez qui c'est qui répond ? Alcide Ponga. Oui, moi je vais plutôt dire pour que... KNS. Peut-être que je m'exprime au nom de Koniombo Nickel, mais il faut voir la problématique vis-à-vis de ce marché international comme une problématique de la Calédonie contre le marché du nickel. Donc il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on arrive à s'entraider quand il faut, etc., etc. Et il faut peut-être tirer profit de malheur de ce qui arrive ailleurs, soit en Madagascar, soit en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc à mon avis, je pense que pour la Calédonie, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les uns et les autres que KNS ou Vale ou SLN ferment en juin, parce que ça profiterait à quelques-uns, mais ça serait une catastrophe sociale pour la Calédonie entière. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Ça peut être le début de l'engrenage aussi. Écoutez, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi l'impact de Vale ou de KNS sur les cotisations de CAFAT, l'emploi, les emplois indirects, etc., etc. Mais moi, je préférerais regarder la problématique nickel vis-à-vis de l'extérieur et non pas entre nous, mineurs calédoniens, comme on le fait un peu à d'autres niveaux, au niveau politique, etc. Et tout. Il faut à un moment donné qu'on parle d'une seule et même voix en Calédonie et qu'on puisse définir une façon de faire. Je sais qu'aujourd'hui, avec Vale et la SLN, on travaille sur certaines choses pour essayer de regarder dans la même direction, parce qu'on est tous sur le même bateau. On est sur le caillou avec les petits mineurs ou les grands mineurs, mais on est tous sur le même bateau. Et si on arrive à passer la crise
on sera mieux que les Philippines ou les autres pays, quoi, hein. Jérôme Fabre, la SLN, sur ce point-là, a une situation particulière. Il y a la Calédonie, il y a aussi l'État français via son actionnariat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de lui? On sait que le Premier ministre était attendu, il est toujours attendu avec a priori de quoi aider la SLN. Est-ce qu'aujourd'hui, ce regard sur le monde joue aujourd'hui sur votre santé à vous? Ce que je pense, c'est qu'il faut distinguer la situation des opérateurs calédoniens. On l'a dit, on est tous en difficulté et on a tous intérêt à ce que ça se passe bien pour tout le monde. De la problématique de nos actionnaires qui regardent plus le marché international et qui attendent avec impatience un ajustement de l'offre, c'est-à-dire qui va fermer. Et on est bien dans cette guerre des nerfs. Nous, notre enjeu, c'est évidemment de durer, de les convaincre que tout va bien se passer. Alors les actionnaires de la SLN, c'est pas l'État français, hein, c'est Eramet d'une part, c'est la STCPI, c'est Nishin, et évidemment moi ma responsabilité c'est de les convaincre de nous soutenir. Et donc c'est ce à quoi on s'emploie, l'ensemble du personnel, avec d'ailleurs les partenaires sociaux aussi à qui on demande des efforts, convaincre qu'on peut moderniser la SLN, qu'on va survivre, et puis au-delà de nos trois actionnaires, effectivement, il y a l'État derrière qui a une position importante au niveau d'Eramet. Donc évidemment, nous, on se félicite d'avoir des bonnes fées qui regardent ça et qui font des déclarations plutôt de principe favorables. En attendant, la réalité, c'est une réalité sonnante et trébuchante, et pour l'instant, il n'y a pas de choses concrètes à dire là-dessus. Mais très clairement, l'État, vous attendez, on sait, alors il y a plusieurs possibilités, hein, notamment d'une augmentation du capital, etc. En tout cas, pour assurer le très court terme, il y a aussi tout l'enjeu du long terme, et donc là, on parle de la centrale. Est-ce que là, c'est ce que vous attendez, c'est-à-dire sur les deux tableaux, ou on n'en est pas encore là ? Moi, dans mon rôle de directeur général de la SLN, ma priorité, bien évidemment, c'est d'assurer la continuité d'exploitation de la SLN. La SLN a un impact colossal sur l'économie de la Calédonie, hein. On considère que c'est à peu près, on va dire, 10 000 familles qui vivent de la SLN de manière directe ou indirecte. Elle a un énorme poids aussi en tant que contribuable fiscal. Et je pense que l'ensemble des parties prenantes ont intérêt à ce qu'on survive. Mais notre priorité, c'est bien d'assurer la continuité d'exploitation et donc le financement de la SLN à court terme. Et c'est la priorité de nos actionnaires, Eramet, la STCPI également, et puis notre partenaire japonais. Alors le gouvernement a présenté mardi son plan d'urgence pour aider le nickel, pour vous aider vous messieurs notamment, avec 3 axes d'action. Le premier, c'est une politique de soutien entre guillemets à la NMC pour réussir, on le disait tout à l'heure, à fournir les 3 600 000 tonnes que vous devez, Didier Ventura, approvisionner donc pour la Corée. Cette solidarité finalement, est-ce qu'elle est formalisée aujourd'hui? Est-ce que c'était nécessaire pour vous? Parce que c'est déjà une réalité. Déjà, nous trouvons très bien que ces mesures, que cette demande soit formulée dans ce document. Donc ces mesures sont positives. Et effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons un devoir de livrer 3,6 millions à 3,8 millions de tonnes donc, à notre usine en Corée, et nous en produirons à peu près 3,1 millions. Donc il nous manque entre 500 et 700 000 tonnes à produire. Nous avons un certain nombre d'accords, qu'ils soient formalisés ou non formalisés, pour livrer actuellement environ 500 000 tonnes. Donc il resterait à peu près 200 000 tonnes, je dirais, à trouver et à fournir à une teneur effectivement correcte. Alors la SLN contribue assez largement, la société Montagna aussi. Comment, oui. Que ce soit la SLN ou que ce soit les autres mineurs, c'est un élan de solidarité comme présenté politiquement, ou c'est aussi une opportunité pour vous, Xavier Gravelin? Alors, un débouché tout simplement. C'est clairement un débouché, c'est clairement pour nous mineurs. Bon, il y a une dimension politique évidemment sur des choix qui ont été faits par certaines collectivités, mais pour nous, la Corée, c'est une opportunité de diversifier nos débouchés. Et donc il y a pas de problème là-dessus. On ne va pas voir la NMC un fusil dans le dos. Je veux dire, on discute de manière spontanée, normale, avec un client potentiel, et on discute de manière commerciale, classique. Après, c'est des histoires de prix, c'est des histoires de teneur, c'est des histoires de... Mais pour nous, c'est tout à fait naturel. Après, ça doit être
en fonction de nos capacités aux uns et aux autres, en fonction de nos mines également, parce que la NMC a des besoins qui peuvent être spécifiques. Donc, en fonction de ce qu'on peut faire, naturellement, qu'on est tout à fait volontaire pour approvisionner la Corée. Mais c'est pas nouveau et c'est pas. Je veux dire, on nous a demandé et on l'a fait bien volontiers de formaliser un petit peu plus l'ensemble des accords qui ont été donnés par tous les mineurs. Est-ce que formaliser, ça veut dire aussi donner la priorité à la Corée ? Ah, attends, ça c'est une autre affaire. Si vous voulez, on a tous des... Par rapport au Japon, je précise, notamment. On a des engagements. Nous avons des engagements avec nos clients. Donc, ces engagements-là, on ne peut pas s'y soustraire. Donc, nous, on travaille avec certains clients depuis 60 ans. Donc, on s'organise pour essayer d'approvisionner la Corée. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la priorité d'une entreprise minière, c'est de fournir la Corée. Par contre, il y a un besoin de la Corée. On s'organise pour le satisfaire. Et en plus de ça, on discute de manière commerciale classique. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut aussi laisser un peu les choses se faire parce que vous voyez autour de la table, c'est pas des entreprises qui sont en guerre les unes contre les autres. Et peut-être que si tout le monde prenait un petit peu exemple sur la manière dont on se comporte entre nous, les choses iraient peut-être beaucoup mieux. Jérôme Fabre, ces exportations pour la SLN, qu'est-ce que ça représente ? On se dit des fois, bah oui, si on laissait la SLN, parce que vous avez eu précédemment des demandes d'exportation refusées, si on laissait la SLN exporter, elle aurait moins de problèmes. Finalement, qu'est-ce que ça représente ? C'est du beurre dans les épinards ou c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène pour vous ? Alors effectivement, je voudrais dire 2 mots là-dessus parce que beaucoup de personnes me posent la question pourquoi la SLN exporte ? On est métallurgiste, pourquoi exporte-t-on ? Je voudrais rappeler que quand on extrait du minerai pour Donyambo, on extrait aussi du minerai pauvre. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de le vendre compte tenu du marché du minerai. Et donc, ce serait absurde de ne pas en profiter. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui vient pénaliser l'activité de Donyambo. Et on le fait en fait depuis 1952. La SLN est exportatrice de minerai. Donc, on n'a pas de problème avec cette activité, sauf qu'en fait, les gens ne le savaient pas. On souhaite aujourd'hui la développer, puisqu'elle nous apporte du cash. Et le cash, c'est le nerf de la guerre. Et l'argent est extrêmement rare. Donc, il faut absolument développer cette activité dans de bonnes conditions. Il n'est pas question de se tirer une balle dans le pied. Vous demandez tout à l'heure la priorité à la Corée. C'est clair que nous, on ne va pas réduire l'alimentation de Donyambo pour alimenter la Corée. Pour nous, on ne peut pas dire on donne la priorité à la Corée. Nous, on alimente d'abord Donyambo pour faire travailler les salariés calédoniens. Et après, à la mesure de nos besoins, on exporte en Corée, au Japon, sur tous les marchés où on est autorisé à exporter, dans une logique d'apporter du cash à la société. Alors le deuxième volet de ce plan, c'est en cas de défaillance, je précise, de l'Australien QNI, une ouverture vers la Chine, donc une ouverture qui se prépare, alors avec des limites, il faut que ce soit des volumes qui sont égaux à ce qui se fait aujourd'hui sur QNI, on parle de 2 millions de tonnes. Xavier Gravela, vous avez demandé cette ouverture, aujourd'hui elle est officielle, elle est actée, est-ce qu'elle vous satisfait dans ses modalités ? Alors, d'abord, les modalités restent à préciser. Pour l'instant, il y a un certain nombre. Il n'y a pas de définition de ces modalités. On est sur une substitution finalement. Mais qui correspond à peu près aux demandes qui avaient été faites. Alors, on peut épiloguer sur le fait que ça aurait dû arriver avant. Enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut regarder devant. Et je pense que c'est une bonne chose maintenant d'admettre qu'il faut qu'on divise les risques. Est-ce que QNI va fermer ? Vous avez vu qu'aujourd'hui, ils ont licencié tout le monde. Donc, il y a quand même maintenant de réelles inquiétudes sur Queensland Nickel. Peut-être que ça rouvrira un jour. Mais en tout cas, on ne peut pas bâtir un plan de fonctionnement d'entreprise sur du moyen terme ou du long terme avec une entreprise aussi fragile et aucun autre débouché. Donc pour nous, oui, bien sûr, ça nous satisfait de voir qu'on va pouvoir éventuellement aller vers la Chine. Maintenant, la situation est très évolutive sur le marché et ce dont on a besoin, c'est de réponses concrètes et urgentes. Alors là, vous faites référence à l'examen des autorisations, vraiment à l'administration de vos demandes. Ça ne va pas assez vite selon vous ? J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était
Les déclarations datent d'il y a 3 jours. Hein, donc, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut agir de manière concrète, rapidement. Il y avait quand même une recommandation dans cette ouverture à la Chine, à savoir de privilégier des clients qui ne concurrencent pas notamment la SLN et donc qui ne font pas de pig iron. Est-ce que ça, c'est une contrainte que vous pouvez gérer ou pas ? C'est une contrainte. Il va déjà falloir trouver un métallurgiste chinois qui ne fait pas de pig iron, parce que je crois que ça n'existe pas. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, de toute façon, le principe que vous posez, il est basique, c'est que tout ce qu'on fait à l'exportation, et je dis toute exportation confondue, la première règle, c'est que ça ne doit jamais pénaliser nos 3 usines locales. Voilà. Ça, c'est la règle de base. Ça fait partie des fondamentaux du schéma, et ça fait partie aussi des fondamentaux de ce que nous, au niveau du syndicat, on a toujours défini comme l'axe stratégique majeur. On ne doit jamais exporter quelque chose qui pénalise notre industrie locale. Ça veut dire ne pas envoyer des minerais à trop haute teneur hors de Nouvelle-Calédonie et ne pas favoriser par des prix trop bas ou des teneurs trop hautes des pays qui... Des concurrents directs à nos des concurrents à métallurgistes. bas coût. Voilà. Didier Ventura, quand même une précision pour la NMC. Aujourd'hui, vous avez besoin des autres mineurs. C'est temporaire, c'est pour combien de temps ? Alors, je vais répondre à votre question. Avant, je voudrais revenir sur la question de priorité, parce que nous sommes bien d'accord, la priorité, ce sont les usines locales, et c'est normal qu'elles soient approvisionnées à des teneurs de l'ordre de 2,40 ou 2,50. Pour nous, il y a ensuite une deuxième priorité, c'est l'usine de la SMSP en Corée, puisqu'elle est détenue à 51% par la province Nord. Et ensuite, il y a, je dirais, le reste du monde. Alors, donc vous me rappelez votre question. Non, je vous demandais, aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous aide finalement on a besoin produire les volumes. Combien de temps ça va durer ? Alors, on a besoin effectivement de ces 500 à 700 000 tonnes pour faire face à la non-ouverture pour l'instant de certains gisements, et en particulier de Boaken. Donc c'est, je dirais, pour plusieurs années. Pour Boaken, je dirais que la NMC a présenté son projet. Pour l'instant, nous attendons des retours, nous attendons de trouver un consensus. Nous avons essayé de faire le meilleur équilibre possible entre les notions économiques et puis la participation aussi de toutes les populations. Nous attendons de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, nous avons estimé que nous aurions besoin de cet approvisionnement complémentaire des mineurs pour quelques années, disons 4-5 ans. Ceci étant dit, ça peut aussi se revoir en fonction des capacités d'ouverture des gisements à l'extérieur. Est-ce que vous avez besoin, que ce soit encore une fois les mineurs, est-ce qu'on peut envisager qu'on aille au-delà pour la Chine des fameux 2 millions aujourd'hui autorisés, 2 millions de tonnes ? Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Est-ce que ça pourrait être une demande ? Vous savez, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait mieux connaître le marché. Et pour bien connaître le marché, il faut être dessus. Donc pour l'instant, on est un peu loin et on connaît mal ce marché. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la question. Aujourd'hui, notre souci, c'est quoi ? On l'a dit tout à l'heure, d'assurer la pérennité de l'entreprise à la fois pour nos salariés, mais aussi pour nos sous-traitants, et notamment les rouleurs. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est bien d'essayer de maintenir autant que faire se peut les volumes qui sont traités par les rouleurs et les chargeurs, et en ce sens, dire qu'on va donner des autorisations à un niveau équivalent à ce qui existe sur l'Australie, ça répond aux problèmes urgents. L'idée d'instaurer des prix planchers, comme alors Philippe Germain y faisait allusion aussi dans la présentation de son plan, comme ça se fait aux Philippines, pour ne pas vendre à perte, est-ce que aujourd'hui ça vous paraît une idée réaliste ? Jérôme Fabre. Sur ce sujet-là, on a bien lu les déclarations de Philippe Germain. Il parle d'une réflexion. En ce qui nous concerne, nous, on est très pragmatique. On considère que le marché du minerai, si vous voulez, c'est le marché, la formation des prix, elle est faite entre la Chine, client, et les Philippines, le premier producteur, qui représente 90% du marché. Donc c'est eux qui vont former les prix. Donc on ne voit pas comment la Calédonie, petite île, loin, qui a quand même quelques désavantages compétitifs là-dessus, va avoir un impact sur la formation des prix. En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un avantage concurrentiel qui est notre teneur, et on pense que c'est ça le driver. Il faut piloter la teneur et faire en sorte de baisser la teneur, puisque plus on baissera nos teneurs export, plus on aura du volume à vendre, puisqu'on a beaucoup de minerais de basse teneur.
Alors, Voilà l'enjeu pour nous. Le troisième pilier de ce plan, c'est l'activation du fonds nickel. On en parlait cette fois. C'est une réalité. Alors, c'est une prise en charge notamment des charges sociales pour les salariés, les entreprises qui ont moins de salariés. Georges Mandaoué, Vallée n'est pas du tout concerné du coup par ce type de plan. Malgré tout, vous êtes en pleine crise. Est-ce que les métallurgistes que sont Vallée, KNS et éventuellement la SLN, aujourd'hui sont aussi en demande d'un fonds, d'un plan pour eux? Est-ce que vous faites appel vous aussi à la force publique? C'est-à-dire qu'on a des sous-traitants comme tout le monde, dans le cadre de notre plan de réduction des coûts. Donc on va devoir aussi soit se séparer de certaines activités qui, pour le moment, on va qualifier de non nécessaires. Et puis donc, on va peut-être avoir moins besoin de sous-traitance, et notamment du côté de la mine. Donc à partir de là, c'est comment le fonds nickel peut aussi venir en aide aux entreprises qui seront impactées de la même manière que les rouleurs sur la côte Est. Voilà. Pour KNS, Alcide Ponguet, on imagine que c'est pareil. Je le rappelle, le fonds nickel, 2 milliards dans les caisses, 1 milliard que l'on devrait débloquer sur cette année 2016. Est-ce que ça vous paraît suffisant vu l'ampleur de la crise? Suffisant ou pas, je ne sais pas, mais certainement pas, compte tenu de tous les besoins que l'ensemble des entreprises on a. Je pense que l'enveloppe du fonds nickel serait décimée en quelques semaines, voire mois. Mais comme vient de le dire Georges, c'est plus pour maintenir ce tissu économique de nos sous-traitants. Parce que Dieu sait si dans des endroits, par exemple comme dans le Nord, etc. et tout, si on peut maintenir l'activité de nos petits sous-traitants via le fonds nickel, ça nous arrange et ça nous prépare au redémarrage après des activités. Parce que le moment où ça va repartir, on aura toujours ces sous-traitants qui auront travaillé et qui auront été mis sous perfusion, je vais le dire comme ça entre guillemets, par le fonds nickel. Et est-ce que vous avez, justement, dans cette idée-là, est-ce que vous avez un mot, votre mot à dire sur qui on aide pas, comment on les aide? Dans cette idée de continuité des... Je pense qu'il y a une commission. Xavier Gravela. Peut-être. Les mineurs et les métallurgistes sont présents au conseil d'administration du fonds nickel. Donc de toute façon, on a notre mot à dire sur l'orientation qui peut être donnée, sur la nature des aides et sur le type d'entreprise, le niveau de difficulté. Donc tout ça, ça va être débattu assez rapidement maintenant. Il y a des travaux préparatoires qui sont en cours. Ce que je voudrais dire, c'est que ce fonds nickel, il n'a pas été du tout calibré pour faire face à une crise qu'on connaît aujourd'hui, avec d'abord des mineurs qui commencent à perdre de l'argent, et 3 grosses unités métallurgiques qui ont des grosses difficultés et qui vont avoir besoin de ce fonds pour leurs sous-traitants. On n'est pas du tout dans un niveau de réserve pour faire face à une telle ampleur. Alors ça ne suffira pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aider tout le monde, et pendant combien de temps? Enfin, à quel point ça ne suffit pas aujourd'hui? C'est impossible de répondre à ça. Tout va dépendre des paramètres qui vont être décidés par le conseil d'administration du fonds nickel, tant sur le périmètre des aides que sur leur niveau. Que sur leur ventilation. Alors je rappelle, pour donner une information, lors de la crise en 2009, par exemple, on était pour une entreprise qui perd 25% de son chiffre d'affaires, on était au tiers des cotisations qui étaient prises en charge. Donc est-ce qu'à votre avis, on va être sur ce type de critères? Alors déjà, on n'est plus du tout dans le même contexte. Pourquoi? D'abord parce que les coûts de revient ont beaucoup augmenté. Donc, si vous voulez, perdre 25% du chiffre d'affaires en 2009, c'est pas du tout comme perdre par rapport à 2008. Attention, en 2008, on est à des niveaux extrêmement élevés. Donc, perdre 25% de son chiffre d'affaires par rapport à 2008, c'était pas courir à la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est déjà très bas. Perdre 25% de son chiffre d'affaires par rapport à la moyenne de 2015, qui est une calamité, on boit le bouillon. Et en plus de ça, on a des coûts qui ont considérablement augmenté. Donc, il est clair que les seuils vont devoir être rediscutés à la lumière de ces évolutions. On n'est pas du tout dans le même contexte que 2009. 2009, on a eu un bas très court.
C'est descendu bas, mais c'est pas resté longtemps bas. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans le même contexte, et c'est avec tout l'enjeu des discussions au sein du conseil d'administration du Fonds Nickel. Il nous reste quelques minutes. On va, j'allais dire, peut-être boucler la boucle. On a commencé avec ces fameux cours du LME. Si on se projette un petit peu dans les mois, peut-être pas dans les années à venir, on a bien compris que c'était compliqué. Qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait, quels sont les niveaux qui permettraient aux uns et aux autres d'être un petit peu confiants? Alors, il y a la question de la rentabilité, mais déjà avant, on l'a bien vu, il y a la question de la confiance de vos différents actionnaires. Jérôme Fabre pour la SLN. Oui, je voudrais juste revenir pour peut-être conclure sur le plan d'urgence du gouvernement. Je voudrais saluer cette initiative. Cette initiative qui, nous dit-on, fait un consensus. Donc ça, on parle d'union sacrée assez volontairement. C'est important pour nous de savoir que l'ensemble des pouvoirs publics soutiennent le secteur. Et ce que je voulais souligner, si vous voulez, dans ce plan, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des choses qui vont nous aider à faire rentrer un peu plus d'argent. C'est des autorisations d'export, c'est d'éventuels soutiens, comme on l'a dit, du Fonds Nickel. Il y a aussi des aménagements de calendrier sur un certain nombre de contraintes administratives qu'on avait, sur la géologie, sur l'environnement, qui vont, elles, nous permettre de baisser nos dépenses. Donc tout ça va dans le sens de soulager un petit peu nos trésoreries, et c'est un signe positif pour nous dans cette situation de crise. Voilà. Alors, je reviens sur cette question des cours aujourd'hui pour les gens qui commencent finalement à se familiariser un petit peu avec cette mécanique. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous serait rassurant? On a encore donné cet ultimatum du mois de juin pour que éventuellement l'actionnaire principal remette encore un petit peu la main à la poche. Nous, ce qui serait rassurant pour nos actionnaires, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que nos programmes de réduction des coûts se mettent en œuvre tranquillement dans le cadre d'une cohésion sociale qui est satisfaisante et que l'ensemble de nos actionnaires, évidemment, soient les témoins de cette bonne avancée et mettent la main au porte-monnaie pour nous permettre de poursuivre l'aventure, quoi. Vous craignez la fronde sociale? Non, pas nécessairement. On a des partenaires sociaux qui, jusqu'à présent, n'ont pas trop monté le ton. C'est clair qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au sein de la SLN. Je pense également chez nos sous-traitants. On fait beaucoup d'informations, d'explications. On a un certain nombre de projets qui sont en cours de consultation, d'information-consultation. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse recueillir les avis et avancer, mettre en œuvre nos plans de réduction des coûts pour montrer que les choses avancent et qu'on arrive à moderniser la SLN et qu'elle est sur un chemin pour qu'elle puisse regagner de l'argent le plus rapidement possible. C'est ça qui donnera confiance à nos actionnaires. Alcide Ponga, confiance des actionnaires, confiance des salariés aussi. On imagine que c'est la clé, notamment pour vous, dans cette phase de montée en puissance de votre survie. Oui, c'est sûr que pour notre part, il y a certes cette histoire de cours du nickel qui est extrêmement bas, que je disais, qui risque de jouer dans la balance des décisions de nos actionnaires, mais effectivement, pour notre part, les efforts que l'on a fait l'année dernière, les salariés et les sous-traitants et l'ensemble de la communauté environnante au projet de l'usine de Vavuto, tout le monde a participé et tout le monde aujourd'hui est conscient de cette difficulté. Les gens ont peur, tout simplement. On parle de... Vous êtes dans des grandes entreprises. Quel est le climat aujourd'hui ? Écoutez, je pense que les gens sont inquiets, mais on est, comme le disait Georges tout à l'heure, on est ici pour réussir. Comme aime si bien le dire mon nouveau patron, il n'y a pas de plan B pour l'usine du Nord aujourd'hui. Nous qui portons la chemise de Koniombo Nickel, on est là pour que ça réussisse et pour qu'au mois de juin et peut-être un peu après, lorsqu'on discutera de nos budgets et qu'on essaiera de le faire valider par notre conseil d'administration, on est là pour essayer d'aller décrocher une suite, on va dire, joyeuse pour KNS, quoi, hein. Mais c'est vrai que l'ensemble des salariés qu'on a informés durant la semaine dernière et cette semaine sont, je ne vais pas dire inquiets, mais sont conscients de la situation. Et ils savent l'effort qu'ils ont à faire, ils savent les contributions qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de petites économies dans nos entreprises. Chacun connaît le travail qu'il a à faire pour aider KNS. Didier Ventura. Oui, l'ambiance à la NMC. Je voudrais aller dans le même sens et dire à quel point on a un soutien à la fois du personnel mais des sous-traitants avec lesquels il y a des discussions et avec lesquels il y a des accords, notamment de baisse de tarifs ou de baisse de quantité qui sont, on le sait, très difficiles pour eux. Et malgré tout, ces accords sont signés actuellement sur les centres miniers.
et donc nous permettent d'aller dans ce sens-là. On se serre les coudes parce qu'on pense que l'avenir va appartenir aux mines qui ont simplement un prix de revient qui est, je dirais, acceptable sur le long terme. Nous visons, nous, $13 000 de prix de revient d'ici la fin de 2016. C'est encore beaucoup trop, mais c'est déjà un premier pas. Georges Mandaoué pour Vallée Nouvelle-Calédonie. On vous a senti optimiste et en même temps ouvert à toutes les possibilités. Les prochains mois, quelles sont les étapes décisives pour vous ? Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, c'est atteindre nos objectifs principaux, à savoir... 38 000 tonnes cette année. Alors, c'est vrai qu'on ne se situe pas dans les mêmes dispositions que la SLN. La SLN, c'est une usine qui marche depuis très longtemps. Nous, on est en situation de monter en puissance. Et au moment où on monte en puissance, on maîtrise les choses. Dans notre agenda, c'était arriver à notre production nominale dès cette année. Et donc, du coup, le marché vient nous rappeler que, non, c'est pas possible. Donc, on réduit tout. Et donc, on a réduit aussi notre production, puisqu'on a mis en stand-by nos investissements pour produire plus. Et je dirais que la balle est dans notre camp ici, VNC. C'est pas nos actionnaire, c'est à nous de nous mobiliser sur les objectifs qui nous ont été assignés par notre directrice de Base Métal pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si les choses se maintenaient en l'état et qu'on atteignait nos objectifs de réduction, on va pouvoir tenir. Et donc les efforts sont à faire au sein même de Vallée VNC. Et je dirais pareil que ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu une discussion ouverte avec les sous-traitants et tout le monde, toutes les parties prenantes de ce projet, et ils sont d'accord aussi pour accompagner, parce que c'est la survie. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On est tous embarqués dans la même galère, si je peux m'exprimer ainsi. Xavier Gravela, vous aurez le mot de la fin pour les mineurs. Vous avez fait cette remarque, il y avait sur la diminution du nombre de mineurs en quelques décennies. Est-ce que c'est une inquiétude réelle pour vous aujourd'hui ? C'est-à-dire que pour se projeter un peu, je crois qu'aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin, c'est de visibilité. D'accord, c'est d'être capable de se projeter dans l'avenir, et ça ramène directement à la durée des autorisations qui nous sont données. Aujourd'hui, on parle de nous réduire de 10 à 5 ans. C'est juste pas raisonnable. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental, de bien comprendre que nous sommes dans une situation d'urgence, mais qu'on a besoin de se projeter dans l'avenir. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est que maintenant les choses puissent se faire dans un climat apaisé, pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire survivre. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, et qu'on fasse tous notre métier de chef d'entreprise qui doit faire face à des difficultés. Et qu'on puisse ensuite, rapidement également, contribuer à la réflexion qui doit être menée sur la stratégie du nickel, telle que ça a été défini au dernier comité des signataires, sur la base à la fois des 4 axes qui ont été définis il y a 2 ans, et également du rapport Collin, qui est un document très important, qui pointe un certain nombre de difficultés qu'il va falloir discuter de manière apaisée. Pour nous, voilà, on veut de la visibilité et être dans un climat apaisé pour pouvoir rassurer tout le monde, à commencer par nos salariés et nos sous-traitants. Merci à tous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation ce midi. Au cœur du débat, c'est donc terminé. Une émission que vous pourrez réentendre sur nos ondes dimanche à 17h, très prochainement podcastable sur notre site internet. Merci à tous.